Eh bien, donc, c'est une émission de plus de l'Institut des libertés qui décidément n'arrête pas. Mais celle-là, ça s'appellera En toute liberté. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous amener quelqu'un qui connaît un sujet, parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est quand même l'essentiel pour connaître un sujet, c'est beaucoup travailler. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Et donc, ce sujet, c'est Charles Pratt qui va nous en parler. Et l'idée, il vient de sortir un livre que j'ai trouvé passionnant et qui explique un peu que dans le fond, personne n'a la moindre idée de la façon dont l'argent est dépensé dans nos activités de sécurité sociale, de retraite, etc. Et que le fait que ce soit connu par personne n'a l'air de gêner personne, si je peux me permettre. En tout cas, dans les autorités. Et au moment où on est en train de massacrer les Français, en particulier les retraités, et on va leur redemander de l'argent pour cette nouvelle branche de la sécurité sociale, peut-être pour trouver cet argent, plutôt que monter les impôts, les taxes, comme ils savent le faire avec tellement de talent, il faudrait peut-être essayer d'arrêter de payer des gens qui n'ont aucun droit à cet argent qui est payé. Et d'après ce que je peux savoir, Charles, on parle de sommes conséquentes, non? Ah ouais, tout à fait, puisqu'en réalité, donc, ce livre qui retrace un petit peu un peu comme une enquête, hein, c'est mon côté ancien juge d'instruction, établit formellement que nous avons au moins 5 millions de fantômes. De fantômes, c'est-à-dire de gens... C'est-à-dire de gens qui ne sont pas censés exister, mais qui bénéficient des prestations sociales en France. Et quand je dis au moins 5 millions, on va certainement en discuter, c'est que, en plus, je pense être en dessous de la vérité au regard des derniers rapports de la Cour des comptes qui sont sortis au début du mois de septembre. Mais est-ce que c'était pas le travail de la Cour des comptes? Vous avez fait ce travail, mais c'était le travail de la Cour des comptes de faire ça, non? Ah, tout à fait. C'est normalement le travail de la Cour des comptes. On peut se demander, c'est une question à leur poser, pourquoi ce travail n'a pas été fait avant. Parce que je vais vous expliquer. En plus, ce sont des choses très simples à comprendre et très simples à détecter. D'autant plus que l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales avaient détecté une partie du problème en 2013 déjà. Voire même l'Inspection générale des affaires sociales avait détecté une partie de ce problème en 2004. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un petit peu un résumé historique. Oui, s'il vous plaît, oui. C'est assez intéressant, en fait. Ça risque d'énerver vos auditeurs, mais bon, c'est comme ça. Mais il serait temps qu'ils s'énervent un peu, je trouve, moi. C'est pas faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2004, c'était Philippe Douste-Blazy qui était ministre de la Santé. Oui, je m'en souviens. On n'était pas encore au siècle dernier, mais pratiquement, on était au tournant du siècle. Et donc, en 2004, Philippe Douste-Blazy arrive à la télé, sur TF1, et puis il explique qu'il y avait déjà une loi de réforme de l'assurance maladie. Il explique, ben voilà, on a quand même un problème. Nous avons 10 millions de cartes vitales en trop dans le pays par rapport aux gens qui existent. Et donc, il avait un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. C'était M. Mercereau qui avait fait ce rapport et qui avait chiffré les choses en disant, bah voilà, il y a tant de personnes qui peuvent avoir une carte vitale en France, les gens de plus de 16 ans, etc. Et par contre, on en a 10 millions de plus. Et donc Philippe Douste-Blazy dit, bah voilà, il y a quand même un problème. Alors là, tout le monde lui est tombé dessus, mais comment vous dites ça? Mais pourquoi vous dites? Mais c'est pas parce qu'il y a des cartes vitales actives qui se baladent que c'est de la fraude. Les gens ne dépensent pas, en fait, ces cartes vitales, elles sont là, mais elles ne dépensent pas. Voilà, bon. Et les choses se sont un petit peu tassées médiatiquement, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas Facebook, vous n'aviez pas Twitter, vous n'aviez pas les réseaux sociaux. Et donc, la Pravda, entre guillemets, pouvait contrôler la communication. Vous êtes en train de me dire que les organes officiels de l'information en France n'ont pas cherché à connaître cette vérité? Ah, elles ont surtout cherché à dire, le terme n'existait pas, mais c'est fake news avant l'heure, vous voyez. Régulièrement, cet argument était ressorti, tant par Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, etc. Les hommes politiques ou les femmes politiques disaient, oui, la fraude sociale, quand même, on a des millions de cartes vitales en trop. Alors après, vous savez, ceux qui confondent tout, qui disent que c'est des fausses cartes vitales, c'est pas du tout des fausses cartes vitales, hein, c'est des vraies cartes vitales avec des droits ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et en 2013, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales fait un rapport, en septembre 2013, c'est le rapport de Boris Ravignon, pour dire, bah voilà, c'est un rapport sur les coûts de gestion de l'assurance maladie, et donc ils reposent la même question, puis ils font un calcul assez simple, ils disent, bon, combien avons-nous de personnes au recensement de l'INSEE, âgées de 16 ans et plus, sur le territoire? Donc le nombre de cartes vitales maximum, hein, c'est le majorant théorique, Sauf s'il y a beaucoup plus de monde sur le territoire que ce qui est officiel. Ça, c'est encore un autre problème. Mais est-ce qu'ils auraient droit aux cartes vitales, ces gars-là qui seraient en plus? Ah bah s'ils sont en résidence régulière, oui. Si en régulière. Ah bah non. Ah bah non. Ah non, un irrégulier, il n'a pas droit à la carte vitale. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas droit. Et donc, à l'époque, l'Inspection générale des finances
va interroger tous les régimes d'assurance maladie, puisqu'il n'y a pas que le régime général. Ils vont calculer le nombre de personnes prises en charge par les régimes d'assurance maladie. Là, on est même au-delà des cartes vitales. Là, c'est sur les droits ouverts. Et l'IGF et l'IGAS vont nous dire en septembre 2013, attention, nous avons pratiquement 7 millions de personnes, je crois que c'était 6,8 millions, prises en charge, en plus des gens qui existent sur le territoire. Et sur les cartes vitales surnuméraires, et calculées par rapport à la population résidente de 16 ans et plus, c'était 8 millions. Et là, nous sommes en septembre 2013. Ça commence, c'est énorme. Hein. Bon. Oui. Et là, surtout dans un État qui a des difficultés budgétaires tout le temps. Ah bah oui, mais là, aucune réaction. C'est-à-dire que l'administration n'a pas bougé. Qui était au pouvoir à l'époque 2013, c'était François Hollande. Et donc ça ne bouge pas. Et la Cour des comptes, on aurait fait qui certifie les comptes de la sécurité sociale chaque année, un peu comme un commissaire aux comptes. La Cour des comptes n'a jamais parlé de ce problème-là jusqu'à récemment, septembre 2020. Dans le même temps, et moi c'est là où je suis intervenu et j'ai commencé à découvrir ces problèmes-là, moi j'avais été nommé magistrat, puisque initialement je suis inspecteur des douanes, j'étais à la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières, puis j'ai passé le concours de la magistrature, j'ai été juge d'instruction, et puis quand le ministère des Finances a créé une délégation nationale à la lutte contre la fraude, ils m'ont rappelé pour être magistrat au sein de cette délégation, pour coordonner un petit peu les contrôles en matière de lutte contre la fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière, travail illégal, etc. Et donc en 2010, on a une alerte et on nous dit attention sur l'immatriculation des gens nés à l'étranger, donc que ce soit d'ailleurs des immigrés ou des Français expatriés, etc. L'immatriculation à la sécurité sociale, on a un énorme problème de fraude documentaire. Vous savez que quand vous êtes né en France, que vous soyez français à l'étranger, votre numéro de sécu, hein, le NIR qu'on appelle, il est attribué automatiquement avec votre sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, le département, etc. Et quand vous êtes né à l'étranger, il faut le faire manuellement parce que l'INSEE n'a pas un registre de toutes les communes sur la planète. C'est mon cas. Et donc, à ce moment-là, pour avoir votre numéro de sécurité sociale, il faut fournir documents d'identité, extrait d'acte de naissance, etc. Parents. Voilà. Et donc, c'est un service qui dépend de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui s'appelle le Sandia, qui agit par délégation de l'INSEE pour vous immatriculer. Et donc, il regarde les papiers, il regarde si c'est vrai ou pas, puis il vous donne votre numéro de sécurité sociale. Et là, à l'époque, donc il y a 10 ans, on nous dit, attention, il y a un problème de sécurité sur les documents. Parce que Jospin, en 2000, avait fait passer un décret de simplification administrative, et donc on pouvait tout faire avec des photocopies simplement. Vous savez, il n'y avait plus de certification conforme, etc. Donc du coup, on y va, il y a une mission qui part là-bas, qui va essayer de regarder quelle est la situation. Les gens leur présentent des documents, ils sont très fiers, on dit, vous voyez, on contrôle bien, etc. Et donc il y avait des spécialistes en faux documents de la police de l'air et des frontières, c'est le service national en charge de ça, et ils ouvrent tous les dossiers, dans chaque dossier il y avait des faux. Dans chaque dossier chaque dossier était bourré de faux. Et donc là, panique, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est? Donc on envoie une mission de formation déjà des agents du Sandia pour qu'ils commencent à savoir détecter des faux. Et en 2011, on voulait savoir où on en était à Bercy, et donc on a fait une mission d'évaluation. Donc on va dans le stock. À l'époque, il y avait 17 600 000 numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger. Donc vous faites des tirages au hasard? L'INSEE a monté une stratification, un tirage statistique, un échantillon représentatif de 2100 dossiers de mémoire. Et les policiers spécialistes ont pris chacun de ces dossiers de l'échantillon pour vérifier si c'était des faux documents ou pas des faux documents, pour en tirer après avec les gens de l'INSEE un taux de fraude. Bien sûr. Méthode, tout ce qu'il y a de plus rigoureuse et classique. Et là, le taux de fraude est sorti donc à la fin de l'année 2011 et le taux de fraude était de 10,4%. C'est-à-dire qu'on avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger sur la base de faux documents, faux extraits d'actes de naissance, fausses pièces d'identité, etc. Et donc là, gros problème. Donc on a réagi immédiatement, on a fait changer la loi, c'est moi qui avais rédigé le texte législatif pour suspendre les paiements des gens quand on les détectait. Et puis derrière, il fallait remettre en place. Je vous arrête une seconde, ça a été fait, vous avez dit 10%, ça a été fait sur la base d'un tirage statistique, donc un échantillon représentatif, etc. Et donc ceux qui sont fait choper dans l'échantillon, ceux-là, ils ont été coincés. Mais est-ce qu'on a été les chercher? Non, alors non seulement ceux qui ont été chopés dans l'échantillon, il ne s'est rien passé pour eux derrière. Ah bon? Non, rien. Et en plus, personne n'est allé chercher les autres dans le SOC. C'est bien le problème. Je veux dire qu'il n'y a pas. Ensuite, on n'a pas nettoyé le stock. Ah mais non, c'est bien le problème. Et si vous voulez, moi j'ai quitté Bercy, la délégation à la lutte contre la fraude au mois de juin 2012. Il y a eu une alternance en mai 2012. Donc moi je suis parti au mois de juin. Et après j'ai regardé ça d'un peu plus loin, mais je m'y intéressais quand même, pour voir ce qui se passait justement. Et rien ne se passait. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Alors de temps en temps... Une question rapide là. Pour que rien ne se passe, quelqu'un a dû donner des instructions, non?
il suffit de ne pas donner d'instruction pour qu'il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas de donner l'instruction pour qu'il ne se passe rien, il suffit de ne pas donner l'instruction pour qu'il se passe quelque chose. Mais c'est effrayant ce que vous dites. Donc, si l'État, ou si une partie des corps constitués de l'État voit se constituer ce qu'on doit appeler des forfaits, enfin des... Et donc, si l'État ne poursuit pas, les forfaits continuent... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de saisie automatique de juge. Non, là vous êtes déjà sur un contrôle administratif. La justice, elle n'a pas les moyens de faire les choses, et puis surtout, il faut qu'elle soit informée. Voilà. Si elle n'est pas informée des choses, il ne se passe rien. Et donc, en réalité, derrière, moi j'ai vu qu'il ne se passait rien, puis je le savais par mes antennes que j'avais conservées au ministère des Finances, puisqu'en fait je suis un ancien de Bercy, j'étais le patron d'une des 7 fédérations de fonctionnaires syndicales du ministère des Finances, donc encore aujourd'hui j'ai beaucoup d'antennes au sein de l'ensemble du ministère. Ce qui me paraît nécessaire d'ailleurs. Et globalement, je profitais de mes casquettes un peu universitaires, etc., pour faire des tribunes, et pour expliquer, si on a besoin d'argent, on a 1 800 000 numéro de sécurité sociale à neutraliser. Et à l'époque, je restais sur la dépense de sécurité sociale. Et donc, selon les années, c'était 12 milliards, puis 14 milliards d'euros d'enjeux. C'est-à-dire que potentiellement, en coût moyen, si on raisonne en coût moyen, ça représentait à l'époque 14 milliards d'euros si on restait sur la sécurité sociale. Alors là, c'est l'économiste qui vous parle, que je trouve ça absolument passionnant. Parce que pendant toutes ces années-là, on était coincé par Bruxelles, les déficits budgétaires, on ne voulait pas faire. Donc, on nous a augmenté les impôts, on a coupé les prestations, etc. Alors que quelque part, il y avait un gisement d'économie qui aurait pu être fait, qui nous aura ramené dans les clous instantanément. Tout à fait. Mais je suis complètement bluffé parce que ça veut dire qu'il y a des hommes politiques, soit qui ne sont complètement pas informés, ou alors qu'il y a une espèce de magma de gens qui veulent que les choses ne changent pas. Et pourquoi ? En réalité, comme là on était sur un sujet né à l'étranger... Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'on est raciste ? Mais bien sûr. Ce qui verrouille complètement tant la haute administration que le personnel politique, c'est la peur. Ils sont tétanisés à l'idée de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres ou aux étrangers, aux immigrés. Ça les tétanise. Voilà, il n'y a pas d'autre... la véritable explication, elle est là, hein, elle n'est pas ailleurs. Et quand cette affaire a commencé à sortir, la grande peur au niveau des décideurs politiques, en dessous, vous savez, dans les cabinets, etc., c'était de dire « Ah oui, mais ça va faire monter le Front National ». Et ils ne réagissaient qu'à cette aune électorale, impact potentiel électoral, où, attention, on va nous accuser de faire la chasse aux pauvres et aux immigrés. Donc, c'était écartelé entre les deux bords. Il y a deux chevaux qui tiraient. Oui, je comprends très bien, mais ça veut dire qu'une fois de plus, on tombe sur le raisonnement que le pauvre ou l'immigré est toujours innocent. Non, c'est pas ça. Alors en plus, quand on connaît la réalité de la fraude, la personne modeste, elle est en général scrupuleusement honnête. Hein. Les gens modestes, ils se jetteraient par la fenêtre plutôt que d'aller voler un carambar au supermarché. Je suis d'accord, mais je voulais dire par là, vous savez, dans les jugements, etc., on a tendance à penser que le riche est coupable, que le pauvre est innocent, etc. Donc, est-ce que c'est cette même mentalité qui fait qu'on va pas voir simplement parce que, dans le fond, aller voir, ce serait les priver de leur gagne-pain, quoi. Alors, et vous avez aussi une espèce de mentalité qu'on voit se développer. Moi, je la vois avec la sortie du livre sur les réseaux sociaux. Je me fais régulièrement soit menacé de mort, soit insulté, avec les gens qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous nous parlez de la fraude aux prestations sociales ? C'est la fraude des pauvres. Regardez la fraude fiscale, allez sur l'évasion fiscale, la fraude des riches, des méchants, etc. » Voilà, on est dans cette espèce d'état d'esprit malsain qui justifie la fraude des uns par l'existence de la fraude d'autres personnes. Mais pour en revenir sur cette histoire des 1,8 million, donc historiquement, voilà, les choses étaient là. Et puis, au moment de la crise des Gilets jaunes, vous savez, en 2018, bien sûr. Le président de la République, Emmanuel Macron, à un moment donné, va lâcher du lest en disant « je vais faire un plan, etc. » Et c'est assez amusant parce que son plan, c'était 14 milliards d'euros. Et à ce moment-là, je publie un billet sur mon blog Mediapart, en expliquant, attendez, voilà, urgence Gilets jaunes, vous voulez 14 milliards d'euros, on les a là. Ils sont là, les 14 milliards d'euros. Et là, ça prend.
alors que ça faisait des années que j'en parlais, hein, dans tous les colloques, dans des articles de presse, etc., des interviews, et là ça a pris. C'est repris par les autres. Mais c'est surtout la mayonnaise a pris, parce qu'il y avait l'histoire des Gilets jaunes, et les médias ont commencé à s'y intéresser. Europe 1, Mathieu Béliard m'a offert donc un moment en direct pour expliquer tout ça, hein, sur l'antenne d'Europe 1, et là c'est parti, le truc a démarré. Des politiques s'en sont saisis, notamment au Sénat, la sénatrice Nathalie Goulet, et a commencé à vouloir enquêter. Elle est rapporteure spéciale de la commission des finances, donc elle a des pouvoirs de commission d'enquête. Et donc cette parlementaire a voulu commencer à enquêter. Donc j'ai été convoqué, j'ai dû donner mes documents, puisque c'était une espèce de réquisition, qui est le patron de l'assurance vieillesse, qui est en charge de ces immatriculations des gens nés à l'étranger. Et là, ça a commencé à embêter beaucoup. À tel point que ces investigations ont été bloquées assez vite. On lui a retiré ses collaborateurs comme administrateur. Et quand vous dites on. Voilà. L'état profond ? Enfin, une forme d'état profond. Voilà. Et les investigations au Sénat ont été reprises par un autre sénateur, qui est le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, M. Van Lerenberg, un sénateur MoDem. Entre-temps, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait quand même traité la sénatrice de menteuse, parce qu'elle avait osé dire qu'il y avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, ce qui était exactement les termes qui étaient écrits dans les rapports du ministère du Budget. Hein. C'était des notes de cabinet, etc. Mais se faire traiter de menteur par Mme Buzyn, c'est plutôt un compliment, non ? Voilà, c'est vrai que les mois qui ont suivi, ou les mois qui viennent de nous précéder, ont montré quel était le rapport de Mme Buzyn à la vérité, donc c'est assez cocasse. Et donc, mais malgré tout, les investigations étaient bloquées et reprises par le sénateur Van Lerenberg. Alors moi, ce sénateur, je l'avais rencontré à la buvette du Sénat en décembre 2018, et je lui avais donné aussi les documents, donc il avait tout vu, il avait blémi, on voit, ah bah oui, bien, c'est sérieux, c'est les rapports de cabinet de Bercy, c'est les rapports de l'INSEE, etc., de la CNAV, des rapports internes, donc il savait exactement où il mettait les pieds. Alors après, il va m'entendre dans sa mission, mais je vais me méfier à un moment donné, parce que je vais me rendre compte qu'il n'a convoqué aucun des hauts fonctionnaires qui étaient présents aux réunions de cabinet, justement, et de direction, au plus haut niveau, et qui avait établi ces notes, 1 800 000 numéros de sécurité sociale, etc. Donc il essayait de faire passer l'idée que c'était vous, qu'il n'y avait personne d'autre, quoi. Voilà, au début c'était moi qui avais raconté n'importe quoi, qui extrapolait avec des rapports trop anciens, et puis qui n'avaient pas les bons mots, vous savez. Le vocabulaire n'était pas bien adapté, et il va faire refaire une évaluation par les services de la sécurité sociale, et puis ils vont conclure dans son rapport au mois de juin 2019 que finalement il y a un peu de fraude, mais tout ça c'est 0,7% et non pas 10%, voire même 0,13% pour la sécurité sociale, ça baissait encore, et on aura, tout ça est maîtrisé, et le vocabulaire va changer, on va passer de faux documents à anomalie. Ce n'est pas un faux, c'est une anomalie. Oui. Et on va descendre à anomalie critique, anomalie sérieuse, anomalie mineure, hein, pour dire finalement il n'y a pas de fraude. Voilà. Et il va rendre son rapport au mois de juin en disant, vous voyez, c'est limite, c'est quelques millions, dizaines de millions, 100 et quelques millions, c'est pas du tout 14 milliards, il n'y a pas de problème. Bon. Entre-temps, comme malgré tout dans le public ça montait, le gouvernement avait confié une mission parlementaire, vous savez, les parlementaires en mission, à la sénatrice Goulet puis à la députée Carole Grandjean, donc elles avaient une mission conjointe sur la fraude aux prestations sociales. Et elles vont établir, au mois de novembre, elles rendent leur rapport, et là elles vont établir que sur les cartes vitales, alors, parce que bien sûr personne ne leur a donné vraiment des informations, ça a été très compliqué pour elles de travailler, mais la grande information qui va sortir de leur rapport, c'est qu'elles vont réactualiser le chiffre de cartes vitales actives en surnombre, c'est-à-dire avec des droits ouverts, pour des gens qui ne sont pas censés les avoir. On était, rappelez-vous, à 8 millions en 2013, dans le rapport de l'Inspection générale des finances. Et là, en novembre 2019, elles vont établir que le chiffre est à 5,2 millions. Puisqu'en fait, à ce moment-là, nous avions 59,4 millions de cartes vitales actives pour une population résidente âgée de 16 ans et plus de 54,2 millions. Mais donc ça faisait 5,2 millions. Il y a quelque chose qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est il y a des commissions d'enquête parlementaires jointes entre le Sénat et la Chambre des députés, etc. Et on les arrête parce que dans une démocratie comme la démocratie anglaise ou la démocratie américaine, vous ne pouvez pas arrêter une commission d'enquête. Alors là, on n'était pas en commission d'enquête, on était en mission gouvernementale, parlementaire en mission, c'est-à-dire qu'elle travaillait pour le gouvernement. Elle n'était pas en pouvoir d'enquête parlementaire. C'est une petite nuance qui justement a permis aux administrations de ne pas vraiment coopérer véritablement avec cette mission-là. D'ailleurs, la sénatrice Goulet s'en est ouverte très largement.
Alors que normalement, le budget, par exemple, de ce type de mission était pris sur les crédits de Matignon, du Premier ministre. Ils ont eu 0 € de budget, et c'est la sénatrice qui a dû payer sur ces indemnités de fonctionnement du Sénat. Par exemple, ne serait-ce que la personne qui prenait en note lors des auditions ce que les gens disaient. Vous voyez, on en était là quand même dans le cadre de cette mission. On cherchait à les aider, quoi. Voilà. Donc l'idée en fait de cette mission, c'était de conclure il n'y a pas de fraude. Voilà. Et de le faire conclure par celle qui avait dénoncé au Parlement le fait qu'il y avait de la fraude. C'était assez habile, mais la manœuvre, finalement, n'a pas abouti. Parce que le parlementaire était honnête. Elle, en tout cas, sénateur, oui. Mais c'est très difficile de confier une mention d'enquête à des gens honnêtes. D'habitude, il faut le faire à des gens malhonnêtes. Comme ça. Voilà. La députée était assez neutre. Elle arrivait peut-être un peu méfiante par rapport aux choses. Et puis, moi, je l'ai vu en discutant avec cette députée En Marche, et puis lors des auditions. Plus elle avançait dans sa mission qui a duré 6 mois, plus elle découvrait horrifiée l'état de la situation. Et elle était certainement partie dans l'idée en disant Prats raconte des bêtises, et elle était arrivée en disant mince, il est 15 fois en dessous de la vérité, quoi. C'était assez amusant. Alors, il y a une autre question, je suis passionné par ce que vous racontez là. Mais... Et la Cour des comptes là-dedans, parce que c'est leur boulot. Calme plat. Calme plat. Et donc ce grand honnête homme qui a pris sa retraite l'an dernier. Monsieur Migaud. Monsieur Migaud. Monsieur Migaud, sur ce problème très spécifique de la fraude documentaire pour les gens à l'étranger, Monsieur Migaud avait été interpellé personnellement en 2012 par les députés de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale qui avaient découvert ce poteau rose. J'explique tout ça dans le livre. Et donc à l'été 2012, ils lui disent, il est entendu comme nouveau président de la Cour des comptes, il va falloir travailler là-dessus. Donc c'est pas comme s'il ne le savait pas, et vous avez un procès verbal d'audition de l'Assemblée nationale, on lui dit il y a un problème là-dessus, les députés le lui disent, il va falloir travailler là-dessus, on attend la Cour des comptes là-dessus. On l'attendait toujours. Et donc pendant toutes ces années, ça a été, les comptes ont été certifiés. J'avais une espèce de préjugé favorable pour M. Migaud, mais apparemment j'avais tort. En tout cas sur ce sujet-là, on ne l'a pas vu. Ni lui, ni les autres magistrats de la Cour des comptes jusqu'en septembre 2020. Et donc, derrière, ce rapport en novembre 2019 est publié. Et il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que un certain nombre de politiques se sont énervés à ce moment-là. Ils ont été assez choqués qu'en réalité, alors qu'il y avait une mission avec plusieurs partis, l'UDI pour Madame Goulet et En Marche pour Madame Grandjean, il y a un certain nombre de politiques qui ont été choqués que l'administration ne réponde pas aux parlementaires et à la représentation nationale. Ça les a énervés. Et en fait, Jean-Christophe Lagarde, parce que c'est lui qui a agi, président de l'UDI, est en même temps, vous savez, président du groupe des députés, du groupe parlementaire. Et en fait, à l'Assemblée nationale, chaque groupe parlementaire a le droit d'obtenir la création de 2 commissions d'enquête parlementaires par an, ce qu'ils appellent leur droit de tirage. Et donc Jean-Christophe Lagarde, en décembre 2019, a annoncé, voilà, moi cette histoire-là, ça ne me plaît pas, qu'on refuse de répondre ou qu'on réponde à côté aux parlementaires. Donc 2020, la première commission d'enquête parlementaire que je vais réclamer en tant que président du groupe UDI, ça va être sur la fraude aux prestations sociales. Et comme c'est nous qui réclamons la création de la commission d'enquête, nous avons le droit de choisir soit le président, soit le rapporteur de la commission d'enquête. Et donc l'UDI va choisir d'avoir le rapporteur. Donc c'est un député qui s'appelle Pascal Brindot, qui est de Vendôme, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, qui va être rapporteur de cette commission d'enquête. Et comme à l'époque l'UDI faisait partie de la majorité, dans tous ces calculs un petit peu politiciens de déclaration de groupe, vous savez, à l'Assemblée nationale, le président devait être de l'autre bord, donc devait être de l'opposition. Et donc globalement, c'était un président qui devait être les Républicains. Et c'est le député Patrick Hetzel, qui est du côté de Strasbourg, qui va être nommé président de cette commission d'enquête, alors qu'il avait la particularité d'être membre de la commission des finances. Patrick Hetzel, c'est un professeur d'université en sciences de gestion, et qui s'était un petit peu intéressé au titre de la commission des finances à ce problème-là de loin l'année précédente. Et donc cette commission d'enquête parlementaire va être créée, et elle va commencer ses travaux en février 2020. C'est tout récent. C'est tout récent, et elle a rendu son rapport. Ils l'ont adopté le 8 septembre et ils l'ont rendu public. Ils ont fait une conférence de presse le 15 septembre. Vous voyez, donc c'est vraiment il y a quelques jours. Et mon livre travaille beaucoup à partir des travaux de la commission d'enquête parlementaire, des auditions qui ont été faites, qui étaient retransmises sur Internet. Et vous avez eu accès à ces informations compte tenu du fait que vous étiez aussi, on vous interrogeait vous aussi. Alors moi j'ai été entendu, évidemment. Ce qui était intéressant, c'est que toutes les auditions étaient retransmises en direct sur Internet, puis on les avait après en archive. Oui, on a tout sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Donc ça permettait vraiment de suivre en direct les travaux.
avec le même niveau d'information pratiquement que les députés membres de la commission d'enquête parlementaire, modulo peut-être de 3 documents qu'ils avaient pu obtenir à droite à gauche, et bon, maintenant comme ils les ont publiés, on les a entièrement. Et cette commission d'enquête parlementaire, ça a été un festival. C'était fabuleux. Si vous voulez, ça a commencé par l'audition de la directrice de la sécurité sociale en poste à l'époque, elle ne l'est plus d'ailleurs depuis, elle a été changée. Elle a été promue. Elle a été mise à la Cour des comptes. Voilà. Parce que d'habitude, quand un fonctionnaire échoue, il est promu, non? Voilà. Et donc, les députés, de manière assez basique, lui ont posé comme question, ben voilà, le rapport rendu il y a 4 mois par le Sénat, enfin par la sénatrice à députée, dit 5 200 000 cartes vitales actives en surnombre. Combien il y en a? Est-ce que vous confirmez ou pas? Et alors là, réponse gênée de la directrice de la Sécurité sociale, il lui repose 3 fois la question, et à la fin, elle dit non, il n'y en a pas 5,2 millions, il en reste 2 600 000. Et donc on est au mois de février, elle est sous serment, vous savez qu'il déclare, il dépose sous serment. Et donc là, elle nous explique que nous avons 2 600 000 cartes vitales actives en surnombre. Et qu'elle le savait. Ben, elle le sait, puisque voilà, elle donne le chiffre. Elle donne le chiffre. Et le sachant, elle n'a pas fait le nécessaire pour que ces cartes soient... Elle avait les pouvoirs pour le faire? Ah ben, encore faut-il les détecter. Et puis vérifier que les droits ne doivent pas être ouverts, etc. Enfin voilà. Et si vous voulez, c'était le chiffre calculé, toujours avec la même méthode, nombre de gens au maximum qui devraient en avoir par rapport au nombre de cartes vitales réellement actives en circulation. Donc là, ça avait quand même choqué les parlementaires, parce que ça représente des sous, tout ça. Derrière, c'est de la dépense potentielle. Et surtout une dépense ouverte et qui n'a pas été votée. Alors ça, oui, en plus, puisqu'on n'est pas dans le budget d'État, là on est en plus sur le budget de la sécurité sociale, de la protection sociale. Et ce qui a été très amusant, ce qui a beaucoup énervé la commission d'enquête, c'est que 2 jours après, comme la presse avait commencé à se rendre compte des choses, comme tout était en direct sur Internet, l'information bien sûr avait immédiatement fuité. 2 jours après, la direction de la sécurité sociale, le ministère des Affaires sociales, publie un communiqué de presse pour dire non, c'est pas 2 600 000, c'est 609 000. En 48 heures, vous aviez 2 millions de cartes vitales actives qui avaient disparu, par rapport à une déclaration sous serment. Donc là, ça a ulcéré les gens de la commission d'enquête, le président et le rapporteur. Ça commençait fort, d'emblée. Ça commençait potentiellement avec un parjure, etc. Enfin, c'était... Et derrière, à chaque audition, c'était comme ça. Vous découvriez des choses hallucinantes, parce que ils posaient des questions assez subtiles quand même, les gens de la commission d'enquête. Et à un moment donné, donc moi je suis Alors le sénateur Van Lerenberg, celui qui avait fait son rapport en disant il n'y a pas de fraude, 0,7%, etc., est entendu aussi sous serment. Et les députés vont étrier son rapport. C'est-à-dire qu'ils vont lui montrer noir sur blanc qu'il a écrit des conneries. Et que ce qu'il écrit, c'est pas possible. Qu'il s'est trompé sur ses échantillons, que ce qu'il dit, ça ne correspond pas à la réalité, que lui-même montre qu'il a 1,5 million de fantômes. Alors quel était l'intérêt de ce sénateur de mentir? En tout cas, de faire un rapport biaisé. Il le dit, c'est dans le procès-verbal quand ils adoptent le rapport au mois de juin. Voilà, cette information donnée par l'ancien magistrat Charles Prats. Alors je sais bien que j'ai des poils blancs à la barbe, mais je ne suis pas encore à la retraite. C'est fake news, ça fait le jeu de l'extrême droite, etc. C'est donc toujours la même excuse. Toujours la même. C'est-à-dire que tout effort pour connaître la vérité des dépenses de l'État fait le jeu de l'extrême droite, quoi. En gros, c'est là. C'est-à-dire que si vous essayez de m'empêcher de voler, vous êtes un fasciste, quoi. Globalement, c'était ça. Ça va faire monter Marine Le Pen au niveau électoral. Alors, ce que moi et tous mes camarades dans la haute fonction publique en charge de ces affaires-là, disons... C'est pas votre problème. Non, mais c'est ça. Et surtout, ce qu'on leur a toujours dit, c'est si vous ne traitez pas le problème, c'est ça qui va faire monter un vote protestataire. Si vous traitez le problème, au contraire, les gens, ils attendent quoi? Ils attendent une chose. C'est qu'on leur dise, voilà, on a identifié le problème et on met immédiatement en place les solutions correctives pour régler les choses. Mais évidemment, c'est ça qu'on attend des gouvernements. Ah bah oui, mais ça, c'est très 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 compliqué à leur faire admettre. Vous savez comment sont les cabinets ministériels, tout ça est verrouillé par des communicants, par des gens qui n'ont en général pas forcément l'expérience du fonctionnement de l'administration, qui se bombardent ou qui s'autoproclament spin doctors, voilà, c'est House of Cards, vous savez, en permanence. Sauf que la réalité de ce qu'attendent les citoyens, c'est juste que l'argent qui confie à l'État, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, surtout en France, soit bien géré, c'est tout. Et s'il y a un problème, on leur dit voilà, il y a un problème, on avoue le problème, et puis on a des solutions correctrices, et puis on va les mettre en œuvre.
de parler aux gens comme à des adultes, c'est aussi ça qu'ils attendent. Et le problème, c'est qu'on est dans une espèce d'infantilisation ou dans une peur panique de l'impact électoral que ça pourrait avoir. C'est-à-dire ça fait exactement penser à des gens qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes dans une espèce de bulle privilégiée, qui savent très bien que cette bulle est privilégiée, qui ne comprennent pas très bien d'où vient le pognon pour qu'ils soient privilégiés, qui n'ont qu'une peur, c'est qu'ils cessent d'être privilégiés, non? Ah bah, après, vous avez effectivement potentiellement la crainte de conséquences, soit sur les carrières, soit même judiciaires, derrière, parce qu'il y a une incrimination qui existe en droit français. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, je crois qu'il y a quelque chose dans le droit français, qui si vous connaissez un crime, et si vous ne le dénoncez pas, vous êtes coupable, non? Sur un crime, mais là on est sur du délit. Mais par contre, vous avez une incrimination délictuelle qui existe dans le droit français, qui est bien connue d'ailleurs, qui a été appliquée il n'y a pas très longtemps sur une ancienne ministre. C'est le détournement de fonds publics par négligence. Ah ben ça c'est bien ça. Voilà, c'est une qualification pénale qui est au code pénal, qui vise les agents publics, les décideurs publics, qui ont laissé partir de l'argent public là où il n'aurait pas dû. En ne mettant pas en œuvre ce qu'ils devaient faire, en n'exerçant pas leur mission pour empêcher cette perte de deniers publics, par flemme ou par autre intérêt. Voilà. Ça ne vise pas celui qui s'est mis l'argent dans les poches, ça vise l'agent public qui a laissé les deniers publics partir, pour X ou X raisons, sans d'ailleurs se les mettre dans les fouilles. Voilà. Et donc, on a déterminé ces problèmes-là, et puis moi, à un moment donné, je suis entendu par cette commission d'enquête parlementaire, et je vais leur amener une bombe, véritablement, sur cette histoire des gens nés à l'étranger. Puisqu'on a réussi à avoir des informations, et donc au mois de mars, j'arrive à la commission d'enquête, je suis entendu, et je leur dis voilà, nous savons, d'après l'INSEE, que nous avons 8 200 000 personnes, c'était les chiffres à l'époque, 8 200 000 personnes nées à l'étranger en France, sur le territoire national. Et là, je demande aux parlementaires, d'après vous, sur ces 8 200 000 personnes, combien y en a-t-il qui bénéficient de prestations sociales? Et je leur sors un document officiel. Et voilà, sur ces 8 200 000 personnes, nous en avons 12,4 millions qui bénéficient de prestations sociales. 50% de plus, quoi. Voilà. Alors, pardon, j'ai dit, voilà, je leur sors, journal officiel du Sénat, machin, réponse, c'est une question de contrôle du gouvernement, etc. Donc tout ça réparti par les gens qui bénéficient de la prestation maladie, des prestations famille, les prestations retraite. Alors c'était intéressant parce que du coup, ça permettait de calculer en millions le nombre de gens qu'il y avait. Et donc par exemple, sur les prestations de la branche famille, donc les allocations, les minima sociaux, etc., le RSA, tout ça, on en avait 5 300 000 nés à l'étranger qui bénéficiaient de ces prestations familiales. Et il y en a combien en France qui bénéficient en tous? 12 700 000 allocataires. Donc ça veut dire que 5,3 millions étaient nés à l'étranger. Donc ça fait 40% à 42. peu près, 42, qui bénéficient. 42% des allocataires des minima sociaux, des allocations familiales, des allocations de logement, de la branche famille, etc. Donc des trucs comme le RSA peuvent tout à fait être gonflés de façon... On ne sait pas si tous ces gens sont des fraudeurs, c'est pas ce que je veux dire, mais il y en a peut-être une partie qui sont des fraudeurs, et on n'a aucune idée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que statistiquement, la réponse du gouvernement nous montrait que 42% des bénéficiaires de toutes les allocations sociales de type, qui sont versées par la branche famille, donc de type RSA, allocation logement, prime, non c'est pas la prime pour l'emploi, mais vous avez quoi, les allocations familiales évidemment, l'allocation adulte handicapé, etc. 42% des bénéficiaires sont nés à l'étranger. C'est très intéressant parce qu'imaginons qu'il y ait des fraudeurs là-dedans. Il y a une espèce de tentation de bonne gestion de faire baisser toutes ces allocations sociales. Et donc, on fait baisser les allocations sociales sur les gens qui, dans le fond, devraient les recevoir pour entretenir des gens qui n'ont aucun droit, qui sont sans doute des fraudeurs. Et c'est bien le problème. Et après, on avait le chiffre de la branche retraite, vous savez. Ouais. Donc soit les retraites du régime général, de droit direct ou de droit dérivé, les pensions de reversement, etc. Et dedans, vous avez aussi le minimum vieillesse, ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ce qui est versé aux gens qui n'ont pas cotisé suffisamment pour avoir une retraite ou qui n'ont pas cotisé du tout pour avoir une retraite. Et là, le chiffre que nous donnait le gouvernement à ce moment-là, c'était 4 100 000. Toujours sur les 8 200 000 personnes. Alors, on savait on sait qu'on a un peu plus d'1 100 000 retraités qui sont à l'étranger, qui perçoivent leur retraite à l'étranger, donc qui ne vivent pas en France, mais qui ont des retraites payées par la France. 4 100 000 moins 1 100 000, ça fait 3 millions. Donc ça nous faisait 3 millions de retraités nés à l'étranger sur le territoire national, sur une population de 8,2 millions, sur un ensemble de 8,2 millions. Ça nous faisait donc 37%
des gens nés à l'étranger qui seraient des retraités. Une proportion de retraités très importante. Et donc ça, c'était la situation au mois de mars que j'explique. Et c'est d'ailleurs celle que j'explique dans mon livre. Cette situation a évolué le 8 septembre parce qu'en fait, la Cour des comptes est venue nous dire que ce n'était pas 4 100 000, mais c'était 7 700 000. Donc la Cour des comptes nous a écrit le 8 septembre dernier qu'en fait, nous avons 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient de prestations retraite. Sur combien? Sur un ensemble de 8,4 millions maintenant. Ah oui, il y a beaucoup de retraités nés à l'étranger. Ah, je vous vois un peu tiquer là. Alors, je veux dire qu'il y a je crois que vous êtes plutôt bon en calcul économique et donc là vous êtes en train de dire oh là là. Je comprends pas très bien. Il y a donc 1 million de gars qui sont pas nés à l'étranger, qui touchent des retraites en France, et puis il y en a 7 millions qui sont touchés. Non, il y a en fait vous avez toujours votre 1,1 million de retraités à l'étranger. Donc, en admettant qu'ils sont tous nés à l'étranger, en fait, il y en a 800 000, mais admettons que le 1,1 million ils soient tous nés à l'étranger. Ça nous ferait donc, si on suit ce qu'a écrit la Cour des comptes, 6 600 000 personnes nées à l'étranger qui touchent une retraite. Ils sont 8,4 millions. Ça fait 80%. Et en France, il y a 14,5 millions de retraités. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'un retraité sur deux en France serait né à l'étranger et que 80% des gens nés à l'étranger sur le territoire sont des retraités. Moi, je regarde par la fenêtre, j'ai pas l'impression que ce soit la réalité. Ou alors, il y a beaucoup plus de nés à l'étranger qu'on ne le dit. Bah oui, mais on les aurait puisqu'ils perçoivent. Donc, vous voyez, donc là, on est en face de ce que une impossibilité statistique. Bah voilà, on a une démonstration par l'absurde qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il va falloir qu'il admette les choses. Et donc, pour reprendre la suite, moi, à l'époque, donc au mois de mars, je dis aux parlementaires, écoutez, voilà, on a 2,5 millions, donc je démontre avec cette histoire des 12,4 millions. Je dis voilà, donc ça fait, on enlève les Polynésiens, les Calédoniens, les retraités à l'étranger, etc. Et donc j'arrivais à un chiffre de 2,5 millions de fantômes nés à l'étranger qui percevaient des prestations sociales qu'ils ne devaient pas percevoir. Et à ce moment-là, la dépense moyenne de protection sociale, les dépenses de protection sociale en France, c'est 787 milliards. Ce sont 787 milliards d'euros par an, frais de gestion inclus. C'est énorme. Et donc ça faisait 30 milliards. Et j'ai fait une interview dans le Figaro Magazine le 1er mai en expliquant ça, en disant voilà, les derniers éléments, c'est ça. 2,5 millions de fantômes, ça potentiellement c'est 30 milliards. Il y a une question qui est passionnante là-dedans, c'est est-ce que ça a tendance à augmenter? Est-ce que vous avez pu essayer de trouver des chiffres dans le temps pour voir s'il y en a de plus en plus ou oui. si c'est... Oui, vous l'avez dans le livre. Alors c'est marrant parce que la Cour des comptes a fait le même travail que moi. Je me suis amusé à faire notamment la comparaison de l'évolution du nombre de personnes prises en charge par rapport à l'évolution de la démographie. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu... Alors moi, avec les données que j'avais un surplus de 2 200 000 personnes dans l'espace de 7 ans qui étaient prises en charge par rapport à l'évolution de la démographie, l'augmentation de la population en France. Et la Cour des comptes s'est amusée à faire le même calcul et c'est encore pire. Mais donc voilà, donc ça c'est un marqueur. Vous parlez de gens fantômes, et ces gens fantômes, ils ont des comptes en banque pour recevoir l'argent. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que je vous dis, c'est des fantômes gloutons, mais ils ne sont pas fantômes pour passer à la caisse tous les mois. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Non, mais parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, avec la technologie bancaire et tout, on peut remonter chaque paiement du début à la fin. Donc, mais il faut le vouloir. Alors, il faut le vouloir. Mais bon, c'est passionnant, il faut le vouloir. Mais qu'est-ce qui empêche ces gens de le vouloir? Peut-être l'ampleur des dégâts, parce que comme je vous dis, je continue l'histoire, parce que l'histoire se continue jusqu'à il y a quelques jours. Donc moi, au mois de mars, je leur dis, voilà, je vous établis 2,5 millions de fantômes nés à l'étranger. Et là, je dis, bon, vu comment c'est le BINS, il est tout à fait possible que ce soit la même chose sur l'ensemble du fichier, c'est-à-dire pas seulement les gens nés à l'étranger, mais aussi les gens nés en France. Et donc j'avais proposé à la commission d'enquête de faire le même travail de recherche, mais sur l'ensemble du fichier. Et donc, ils vont le faire, ce travail. Ils vont poser la question, et je leur ai dit, demandez à ce qu'on vous sorte le nombre global de gens qui perçoivent des prestations sociales. Donc, ils vont le demander, et ils vont avoir la réponse fin juillet. Et l'administration va déclarer sous serment, nous avons, donc il y a 67 millions d'habitants en France, et donc le directeur de la sécurité sociale va répondre en disant, combien y a-t-il de personnes qui perçoivent des prestations sociales? Alors, monsieur Gave, d'après vous, combien avons-nous de bénéficiaires en France? J'en sais trop rien, mais il me semble que comme vous avez dit 10%, je dirais 74 millions. Alors, 73,7. Ah, j'étais pas loin. Ouais, vous étiez pas loin. C'est bien, hein? Comme quoi.
conserve les bons réflexes d'extrapolation. Mais effectivement, donc le directeur de la sécurité sociale explique sous serment, on est le 27 juillet, que bah voilà, parce que le président de la commission lui pose la question, il dit 73,7 millions. Alors là, vous voyez le président. Mais comment est-ce possible? Bah voilà, alors le président de la commission d'enquête, qui est professeur de sciences de gestion à l'université, qui dit bon alors attendez, ça fait un delta de 6 700 000. Vous l'expliquez comment? Et donc, comment est-ce possible d'avoir plus de prestations sociales qu'il n'y a de citoyens? De bénéficiaires qu'il y a de personnes? Bah oui, c'est comme ça. Alors, la Sécu donc, va leur expliquer, alors ils vont faire un calcul, déjà ils vont décranter par rapport au fichier, le RNCPS qui recense l'ensemble des prestations sociales, ils vont passer au RNIAM qui ne recense que l'assurance maladie pour essayer déjà d'en planquer 1,5 million là. Et puis derrière, ils vont faire tout un coup de bonneteau, c'est assez amusant de voir l'audition, en disant oui, il faut enlever 1% ou 1,5% parce que c'est le délai de mise à jour des fichiers, machin, et elle reconnaît quand même, ils sont sous serment, ils disent bon, effectivement, c'est pas 7 millions, mais nous avons 2 400 000 personnes sur lesquelles on ne sait pas trop, nous sommes en train d'investiguer. Donc en fait, sous serment, fin juillet, la Sécu vient nous dire, enfin l'administration, c'est le ministère, vient nous dire, bah oui, on a 2 400 000 fantômes, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire à 100 000 près, ce que je disais 3-4 mois avant. C'est-à-dire que vous avez, mettons, à peu près 5% des dépenses de la Sécu qui sont peut-être complètement injustifiées. Oui, peut-être même plus que 5. Parce que vous allez voir la suite. Et donc avec les chiffres qu'ils donnaient, comme eux, ils avaient fait un coup de bonneteau, ils partaient pas du RNCPS des 73,7 millions, mais ils partaient que de l'assurance maladie. En réalité, si vous partez des données du RNCPS et que vous reprenez ce qu'explique la Sécu en disant il y a les détachés, il y a les Français de la Caisse des Français de l'étranger, il y a les retraités à l'étranger, etc. Ils rajoutent au maximum 1 800 000 personnes. Donc ils partaient à 68,8. Et donc globalement, c'est comme ça que moi j'arrive dans mon livre à dire non, en fait, il y a 4,9 millions de fantômes, donc quasiment 5 millions de fantômes, et à la dépense globale de 787 milliards d'euros de protection sociale, ça représente 50 milliards d'euros, 52,3 en fait. Donc 50 milliards d'euros d'enjeux de fraude, parce que c'est pas un calcul scientifique précis, c'est une estimation à coût moyen de globalement de l'enveloppe. Voilà, ce sur quoi on travaille, en réalité l'enjeu sur lequel on travaille, ce qui permet de relativiser par rapport à d'autres et le déficit de la Sécu, allez. Alors bon, cette année c'est un petit peu embêtant parce qu'on est en année gilet jaune, alors, il y a eu gilet jaune plus le Covid, etc. Mais on était fin 2017, on était tombé à un peu moins de 5 milliards, je crois qu'on était à 3 ou 4 milliards. Donc on avait quasiment stabilisé les choses. Ça veut dire qu'on avait trait les Français pour avoir un surplus de 45. Ça veut dire qui a été versé à des gens. Ça veut dire que ça fait des années qu'on pourrait faire baisser les impôts. Bah oui, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec 50 milliards d'euros de volants budgétaires annuels. C'est-à-dire faire baisser les impôts, c'est-à-dire remettre nos armées à un dimensionnement. Quand je pense qu'on a viré le chef des armées pour 600 millions. Ça veut dire financer de la recherche fondamentale en médical, etc. Ça veut dire, comme on est en train de nous casser les pieds avec le climat, ITER, ça veut dire financer la recherche sur des réacteurs de nouvelle génération. Bien sûr. Parce que si vraiment il y a un problème d'urgence climatique, on sait très bien qu'on s'en sortira d'abord par la recherche et par le progrès scientifique et pas par les voitures électriques ou être vegan ou faire AV Greta Thunberg, quoi. Voilà, on sait très bien. Hein. Mais donc voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait débloquer les salaires des fonctionnaires qui sont bloqués depuis très longtemps et surtout effectivement baisser la pression fiscale. Alors certes, on dit c'est la sécurité sociale, etc. Mais globalement, c'est toujours pris dans la même poche, dans celle des Français. Et donc on pourrait éventuellement leur prendre beaucoup moins dans la poche ou leur en redonner un petit peu. Ben oui, on pourrait, si vous voulez. L'idée de base, c'est qu'en général, le citoyen sait mieux quoi faire de son argent que l'État, mais enfin, je sais que c'est complètement réactionnaire, ça. Mais que vous soyez libéral ou que vous soyez étatiste, des deux côtés, tout le monde ne peut que s'accorder en disant c'est quand même cet argent-là, on est étatiste. Il serait mieux dépensé soit par les gens, soit dans d'autres mais si on est étatiste, il faut avoir le respect le plus profond de la dépense de l'État, puisque c'est l'argent des citoyens. Oui, bien sûr. C'est une honte de le voler. Et alors, c'est aller plus loin. Parce que moi, donc, j'en étais resté là. La dernière audition, c'est celle du directeur de cabinet du Premier ministre, du 30 juillet, pareil, qui se fait un petit peu embêter et qui se fait mettre dans un coin en disant « mais alors, qu'est-ce que c'est ?» Et c'était assez amusant parce que
à un moment donné, il a été entendu 2 fois, quand il était avant patron de l'assurance maladie et quand il a été directeur de cabinet du Premier ministre. Et dans la première audition, il avait expliqué, oui, les cartes vitales, il n'y a pas de problème. Il y a 58,4 millions de cartes vitales actives. C'est normal, il y en a un peu moins que de gens qui y auraient droit, puisque nous avons, pris en charge à l'assurance maladie un peu plus de 59 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. Il déclare ça sous serment lors de sa première audition, ça devait être au mois de mai ou au mois de juin. Il est réentendu fin juillet. Il est devenu directeur de cabinet du Premier ministre. Et à la fin de son audition, le président, Patrick Hetzel, un peu comme un juge d'instruction, c'est assez marrant sa manière de faire. Il dit, mais au fait, il y a une question qui nous taraude quand même à la commission d'enquête. La dernière fois, vous nous aviez dit que vous aviez pris en charge à l'assurance maladie un peu plus de 59 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. Mais alors, on a regardé le recensement de l'INSEE, et il n'y a que 54,2 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. C'est qui les 5 millions d'autres? Réponse? Oui, mais alors bon, c'est drôle en vidéo. Et donc, oui, mais alors il faut rajouter un delta de ceci, un delta de cela, oui. Mais en fait, je pense que recensement, prise en charge, machin, tout ça converge. Il répond pas en fait. Il dit, ouais, tout ça converge. Parce que il sait qu'il est sous serment, donc il peut pas mentir. Donc la réponse ça va être tout cela converge. Ben non, en fait, ça converge pas, ça diverge complètement, quoi. Et c'est en reprenant justement ces évolutions avec le rapport de 2013 qui nous donnait des chiffres, et puis les rapports que eux-mêmes avaient donnés, qui nous redonnaient d'autres chiffres sur le RN-IAM. Moi, je montre dans le livre les courbes, et on voit bien qu'en réalité la situation s'est aggravée et qu'il y a un écart. Et là, vous avez mis le doigt sur un problème qui est très important, etc. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça doit être pareil dans tous les autres domaines de l'État. Malheureusement, peut-être. Et là, le problème est encore plus grave. C'est pour ça que je vous dis, le 8 septembre, la Cour des comptes rend son rapport, donc où elle va faire des choses très édulcorées dans le communiqué et dans la communication qu'elle a de son rapport. Mais quand vous regardez les chiffres qui sont publiés dans le rapport, c'est effarant. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour des comptes va vous dire, voilà, l'administration a expliqué devant la commission d'enquête qu'il y avait 72,4 millions de personnes prises en charge par l'assurance maladie, etc. Mais en fait, la Cour des comptes est allée consulter les bases de données et elle va écrire dans son rapport, ça doit être à page 104 du rapport pour vos auditeurs, de mémoire 104 ou 106, et elle va dire, voilà, nous, sans doublon entre les régimes, nous avons X personnes prises en charge, assurés sociaux. Vous savez combien on a d'assurés sociaux? La Cour des comptes est allée voir. Ça doit être au 1er décembre 2018, donc en plus, c'est même pas les chiffres les plus récents. La Cour des comptes identifie 75 296 000 assurés sociaux. 75,3 millions d'assurés sociaux. C'est-à-dire qu'on est au-delà des 73,7. 75,3 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67,1 millions d'habitants. Et donc, elle l'écrit noir sur blanc, nous avons 8,2 millions de personnes prises en charge en plus des gens qui sont résidents sur le territoire. Rappelez-vous, en 2013, ce que je vous avais dit, on était à 6,7 millions, 6,8 millions. Donc la situation ne s'est pas améliorée depuis 2013, elle s'est aggravée. Alors, et la Cour des comptes dit, voilà, elle fait le même calcul que moi par rapport à l'évolution de la population et donc l'évolution du surnombre. Et elle se rend compte qu'en fait la situation s'aggrave d'année en année. Ça a commencé il y a longtemps alors, parce que si vous voulez, si je comprends bien, ça a commencé quasiment sous les années Chirac, peut-être même avant. Peut-être même avant. Peut-être même avant. C'est cette espèce de surnombre comme ça de prise en charge. Vous avez toute une partie de l'administration, de la haute administration, de l'inspection des finances, etc., qui était parfaite, qui savait ces choses-là. Et qui a alerté. L'inspection générale des finances et l'IGA sont alertés. Je vous dis, moi, je publie une partie du rapport dans le livre, en annexe. Septembre 2013, vous avez un rapport... Donc c'est au niveau, quelque part, la haute administration aurait fait son boulot en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est au niveau politique qu'on a dit allez regarder ailleurs. Alors, l'administration des finances, Bercy a tiré la sonnette d'alarme. Mais après, vous savez que c'est les sociaux. Bercy, c'est une chose, les sociaux, c'est autre chose. Et puis après, c'est les organismes de protection sociale. Vous savez que c'est l'administration, voilà. Puis derrière, il y a la cogestion syndicale. C'est un monde très compliqué. Et en grande masse, c'est un tiers du PIB. C'est-à-dire que la dépense de l'État, c'est quoi? C'est 300 milliards. En face, vous en avez 800 milliards. Et c'est de toute manière, quand vous regardez l'état des dépenses, la part des dépenses de protection sociale dans le PIB, et donc son évolution depuis 20 ou 30 ans, vous savez pourquoi la France est dans l'état financier dans lequel elle est. C'est pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le problème, c'est pas tellement c'est pas le budget de l'État. C'est une des choses qu'on est en train de faire à l'Institut des libertés médias. On est en train d'essayer de faire des émissions sur mais où passe notre pognon. Dans la protection sociale. Dans la protection sociale, on vient d'en trouver. Il y a eu, vous savez, c'est comme dans un fleuve, quand vous faites
un petit machin qui va irriguer des terres qui sont pas. Je crois qu'il y a des terres qui ont dû être irriguées là, mais. Ah ben là, voilà. Et donc moi, c'est partant de là. C'est vrai qu'au départ, j'étais sur les faux, les immatriculations de journaux étrangers sur la base de faux documents, sur la fraude documentaire. Et en partant de là, je suis arrivé à, pour démontrer les choses, dire on va être basique, parce que comme on disait fake news, etc., et que c'est vrai que c'était toujours compliqué de se battre rapport contre rapport, je dis on va faire les choses de manière basique, on va reprendre un argument que tout un chacun peut comprendre, combien sommes-nous et combien il y en a qui touchent. Et si dans un ensemble, dans une classe de 10 élèves, il y en a 25 qui prennent des bonbons, c'est qu'il y a un problème, quoi. Voilà. Et donc, on est arrivé là. Où ça nous amène du point de vue administrativo-politique, parce qu'il va falloir que des décisions soient prises. C'est un immense scandale. Écoutez, où ça nous amène politiquement, etc. Après, et tout ça est démontré, parce que derrière, on peut dire est-ce que c'est des fraudeurs, est-ce que c'est des expats, est-ce que c'est ceci, c'est cela. Je donne des exemples dans le livre qui sont assez amusants. Par exemple, au régime d'assurance maladie des militaires. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, de manière globale, le doyen de l'humanité, la doyenne de l'humanité, c'était Jeanne Calment. Absolument. Avec quel âge 122 ans, je crois. Hein. Ouais. Souvent, les Japonais, à l'actuel, je crois que le doyen japonais doit avoir 117 ans, quelque chose comme ça. Et le doyen français, c'est Jules Théobald. Je crois qu'il a 111 ans. Il est aux Antilles. Donc, doyen de l'humanité, c'est au Guinness des records, Jeanne Calment. En fait, je vous annonce qu'elle a perdu son record. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui dans les... En France, ce que j'appelle les doyens des cartels des fraudes, ils sont 3 d'ailleurs, ils ont 128 ans. Et si on en croit à l'assurance maladie, ils sont toujours vivants puisqu'ils ont toujours leur droit ouvert avec leur carte vitale, etc. Ils ont et ils vivent en France. Ça, je ne sais pas s'ils sont en France ou pas, mais ils sont de 1892. Voilà. Et j'en ai 252 qui ont plus de 120 ans. En fait, on nous a menti quand on nous a dit que le dernier poilu est décédé, etc. Voilà. Alors, je sais pas, ils sont peut-être en train de se balader au fort de Douaumont ou à Verdun. On va envoyer le taxi de la Marne pour les récupérer. Hein. Mais voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc Et la commission d'enquête a établi à peu près 75 000 centenaires avec des droits ouverts à l'assurance maladie. D'après l'INSEE et l'INED, nous en avons simplement 21 000 sur le territoire. En tout. Ouais. Mais il y en a donc 50 000 qui sont probablement déjà les pieds sous terre et tout. En tout cas, ils ont des droits ouverts. C'est un système, par exemple, on parle de la fraude documentaire. Vous savez, ce fameux sénateur qui nous disait que c'était 0,7% de taux de fraude documentaire. En réalité, les gens de la police ont été entendus sous serment par la commission d'enquête. Et puis, donc, j'ai mis le lien vers la vidéo dans le livre. Le policier, le spécialiste, quand les députés lui demandent quel est le taux de fraude, il dit voilà, nous, avec nos critères de la police, on rejette un tiers des dossiers. Donc c'est pas 0,7%, c'est 33% sur les 21,1 millions de gens nés à l'étranger qui sont dans le fichier. Question toujours du citoyen de base et tout. Qui est responsable? Parce que dans l'administration, c'est toujours difficile de trouver le gars. C'est pas une responsabilité individuelle, c'est le système. Je pense que c'est un système qui ne veut pas déjà admettre qu'il a commis des erreurs, qui peuvent être graves parfois. Vous voyez, donc je donne l'exemple dans le livre, celui que j'appelle Abou Alok. Voilà. C'est un très joli nom. Oui, mais c'est un joli nom, mais c'est une histoire qui résonne en plus avec l'actualité récente. Si vous voulez, comme il nous disait que non, il n'y a pas de fraude et qu'on gère en matière de sécurité, etc., j'ai suggéré à la commission d'enquête de faire ce qu'on appelle un crash test. Et donc, je les ai mis en relation avec une société spécialisée en détection de faux documents et qui est prestataire de services fait pour le système bancaire, financier, sur le Know Your Customer, sur le KYC. Et donc, c'est les systèmes experts de détection de faux documents. Quand les gens vont ouvrir des comptes ou font des demandes de crédit, etc., ça scanne les pièces d'identité et puis ça regarde en premier niveau si on est en face d'un faux grossier ou si ça pourrait être une pièce authentique. Et donc cette société a fourni à la commission d'enquête un peu dans les 200 à peu près faux documents. Donc ce sont des faux détectés, des fausses pièces d'identité détectées, où j'avais demandé que ce soit des pays européens. Donc là c'est en l'espèce des Belges, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Pourquoi européens? Parce que quand vous vous immatriculez à la sécurité sociale et que vous êtes ressortissant de l'Union européenne, on ne va pas vous demander un titre de séjour. Il n'y a pas besoin. Donc le fraudeur, s'il connaît un peu le système, il va prendre un faux papier européen avec un lieu de naissance dans un pays ésotérique dans lequel c'est très difficile de contrôler les extraits d'actes de naissance où c'est facile de les falsifier. Et il va rentrer comme ça dans le système. Et donc,
Il y avait notamment 58 identités belges. Moi, j'avais passé les 58 fausses identités simplement à Google. Voilà. Et j'en avais sorti 13 qui ont créé des sociétés. Ils sont sur le registre du commerce des sociétés. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ils ont fait, cela. Ça sent la fraude à la TVA, la fraude aux cotisations sociales, etc. Une, c'était une retraitée alors, qui était décédée, mais on l'identifiait parce qu'on avait des documents fiscaux belges sur des donations à la Croix-Rouge, donc on savait qu'elle était morte. Et un qui était très intéressant, Zakaria Asbay, celui que j'appelle Abou Alok. En fait, c'est un combattant djihadiste belge originaire de Vilvoorde et qui faisait partie de Sharia for Belgium, c'est une organisation djihadiste belge. Et le type était à la réunion d'inauguration, donc de fondation de Daesh en Syrie, quand Daesh a transféré d'Irak en Syrie avec Abu Bakr al-Baghdadi. Donc c'était un des combattants belges qui était présent là, pour inaugurer. Bon. Ce type-là, donc en 2013, il est en Syrie, chez Daesh, il est fondateur de Daesh en Syrie. Et donc en novembre 2015, juste aux alentours des attentats du 13 novembre 2015, on le retrouve en France à essayer d'ouvrir des comptes bancaires. Alors sur certaines banques, ça va pas passer, c'est comme ça on récupère le scam de sa pièce d'identité, mais il va quand même a priori réussir à en ouvrir ailleurs, parce que toutes les banques n'ont pas le même niveau de sécurité en matière de détection de faux documents. Et moi j'avais proposé aux parlementaires, je les mets en relation, donc ils récupèrent cet échantillon de faux documents, et donc l'idée c'était d'inverser les choses, c'est-à-dire ce n'était pas de chercher dans la banque de données de la sécurité sociale, dans les dossiers picorés comme ça au hasard, en échantillon, pour voir s'il y a des faux, c'était de partir de faux qu'on sait être des faux, et d'aller voir à la sécurité sociale si les types avaient réussi à s'inscrire à la sécurité sociale. Vous savez, sur l'échantillon, combien il y en avait qui avaient réussi ? 43% des gars qui s'étaient fait repérer dans le système bancaire avec des faux papiers avaient réussi à se faire inscrire à la sécurité sociale. C'est dans le rapport de la commission. C'est peut-être là qu'on trouve nos millions trop. C'est pas impossible. Et le Zakaria Asbay, djihadiste, en plus il avait juste rajouté un E à son prénom pour essayer de passer certainement au travers des fichiers de police. Bien sûr, il a été inscrit à la Sécu française, il percevait des prestations de la CAF. Voilà, tranquille. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que ces gars-là, la commission d'enquête, elle a regardé combien ils percevaient en moyenne par an. Vous savez, le rapport Van Leeuwenberg, donc l'autre sénateur, a dit oui, puis en plus, les fraudeurs qui sont là, ils touchent 3 francs 6 sous. Enfin, à chaque fois, c'était. Voilà, le mec qui fraudait le RSA, mais il touchait moins que le RSA. Enfin, déjà, quand on lisait le rapport, on se disait, mais qu'est-ce qu'il nous a écrit ? Là, on a quand même un travail un peu plus sérieux de la part de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Et en fait, la perception annuelle, moyenne, parce que la mensuelle, ça va être 698 €. Donc la perception annuelle moyenne, c'est un peu moins de 8 400 €, c'est 1 370 €, etc. Donc notre fraudeur moyen sur les faux documents comme ça, il vole 8 400 € par an, en moyenne, à la collectivité. Voilà, donc, alors c'est un peu moins que le coût moyen, mais comme on en a un peu plus, voilà. Moi je disais 5 millions, mais comme en fait on aurait peut-être 6 millions et quelques selon les derniers chiffres de la Cour des comptes, on tourne toujours autour de ces 50 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la Sécu vous dit non, nous on gère la fraude documentaire, il n'y a pas de problème, quand vous arrivez avec un vrai échantillon de faux documents et que vous regardez si les gars sont passés au travers, en fait ils sont passés au travers. Et là où c'est plus grave, c'est que dans le cas de Zakaria Asbay, en fait, le faux document, il était détectable immédiatement parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la bande MRZ. C'est la suite de numéros que vous avez sur votre carte d'identité en dessous là. C'est un contrôle avec un algorithme. Et en fait, le faussaire lui avait fait une carte d'identité de très mauvaise qualité. Il n'avait pas mis le bon algorithme. Donc n'importe quel système le repère immédiatement. C'est comme ça qu'il s'était fait choper d'ailleurs par les banques. Mais la Sécu, par contre, manifestement, ne doit pas faire ce contrôle-là puisqu'il est passé comme une lettre à la poste à la Sécu. Quoi. Alors, on va clôturer cet entretien. Moi, je le trouve absolument fascinant, mais ça m'amène 2 questions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant et quel est votre rôle maintenant, parce que c'est quand même vous qui avez été derrière tout ça, qui avez beaucoup fait sortir tout ça. Moi, mon rôle, j'ai pas de rôle. Moi, mon rôle en ce moment, c'est de me faire menacer de mort, de me faire traiter de menteur, d'avoir Libé qui dit mais tout ça c'est des conneries, etc. Bon. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens lisent le livre. Libé n'a aucun problème, si vous voulez, à ce que des gens touchent de l'argent de l'État sans le gagner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'ils font eux avec beaucoup de talent, puisque c'est un journal les plus subventionnés qui existe. Qu'un journal soit subventionné, moi je trouve ça une honte. Mais enfin, donc vous, qu'est-ce que vous... Moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je propose des solutions que je propose depuis pas mal de temps, mais donc j'ouvre les choses ainsi à la fin du livre. En gros, on est face à au moins 5 millions de fantômes, peut-être plus.
Donc là, ça ne sert plus à rien d'essayer de picorer, de chercher et de cibler pour faire du contrôle. On n'y arrivera pas. Donc là, il faut remettre le système à plat. C'est pas très compliqué, on passe à la biométrie. On réimmatricule tout le monde va se réenrôler avec ses empreintes digitales, comme ça on évite les doublons. Comme les gens vont devoir venir, on vérifie s'ils existent vraiment ou pas. On peut ainsi régler aussi la problématique des retraites à l'étranger qui, soi-disant, seraient décédés, etc. Parce que j'explique en fait toutes les techniques de fraude aux prestations sociales dans le livre. Il y en a des tonnes et des tonnes. Les fausses reconnaissances de paternité, donc ces histoires de retraite à l'étranger, l'aide médicale de l'État. Enfin voilà, c'est une mine. Les gens vont s'amuser ou s'énerver à découvrir un certain nombre de choses. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne va pas avoir lieu. Ça c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a un homme politique qui porte ce projet? Pour l'instant, non. Moi, l'idée, c'est de dire, voilà, on biométrise, et puis après, on fait une agence, moi j'appelle ça un FBI de lutte contre la fraude sociale, mais en fait, on sort la lutte contre la fraude de la compétence des organismes de protection sociale pour la mettre au sein d'un service de l'État, et donc avec des compétences administratives, de croisement de fichiers, et aussi de suspension des paiements. Et donc, les sociaux. Et de poursuite. Et de poursuite. Les sociaux, leur boulot, c'est de payer des prestations. Qu'ils payent des prestations, ils le font très bien. Par contre, attraper les bandits et nettoyer un peu le système des gens qui ne devraient pas y être, ça, c'est le boulot d'une agence. Et donc, ce n'est pas les mêmes qui doivent faire le travail. C'est pas très compliqué. Et ce n'est pas une question d'être de droite, de gauche ou quoi que ce soit. Après, effectivement. Mais je trouve que les gens de gauche devraient être beaucoup plus attentifs à la façon dont l'État dépense l'argent des citoyens, moi. Je trouve ça scandaleux que les gens de gauche, en quelque sorte, supportent que des impôts soient mis sur des gens qui sont pauvres en France pour des crapules. C'est pas être de gauche, ça. Je sais pas, il faut leur poser la question, hein. Mais c'est vrai que il y a un vrai sujet. Bon, je discute beaucoup avec les gens dans la rue, dans des cafés politiques, etc. Globalement, le citoyen lambda, hein, lui, qu'il soit de gauche ou de droite, quand vous lui expliquez ça, il est vraiment pas content. Mais évidemment. Voilà. Le citoyen lambda, lui, comprend très vite que en fait, c'est son pognon qu'on est en train de lui piquer. Et depuis des années, il n'est pas content du tout. Et lui, vous faites rembourser de moins en moins. Vous n'avez pas les yeux qui sont soignés, les dents qui sont soignées. Enfin, bref. Je veux dire, la sécurité sociale coûte de plus en plus cher et rembourse de moins en moins. Donc j'imagine que le citoyen de base, lui, il est très mécontent. Il est très mécontent, mais ça me paraît normal. Mais qu'un type de gauche défende ce qui est du vol. Alors, ils ne le défendent pas. Ils vous disent, oui, mais il y a plus important, il faut lutter contre la fraude fiscale. Ouais, d'accord. Eh bien, luttons contre les deux, ciel. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais le problème, c'est que celle-là, cette fraude aux prestations sociales, on est dans un espèce de déni depuis des années, et c'est très compliqué de rompre l'omerta et d'amener les éléments factuels, parce que là, c'est factuel. Si vous voulez, là, pourquoi je suscite des réactions d'une extrême violence ? C'est parce que les arguments qui sont mis sur la place publique pour la première fois sont tellement triviaux, enfin c'est tellement basique. Quand on vous dit, voilà, on est 67 millions d'habitants et on a 75 300 000 assurés sociaux, enfin n'importe qui, un gamin de CM1, il a compris qu'il y a un vrai problème. Et là, la grande excuse qui va certainement nous être servie dans les semaines à venir, c'est de dire, oui, mais tous ces gens-là ne touchent pas d'argent. Alors moi, je dis simplement, pour conclure, très bien, mais si vous savez qu'ils ne touchent pas d'argent, c'est que vous savez qui c'est. Donc si vous savez qui c'est, vous les sortez du système. Si vous ne les avez pas sortis du système, c'est que vous ne savez pas qui c'est. Si vous ne savez pas qui c'est que vous ne savez pas s'ils touchent ou pas. Exactement. Mais exactement. Mais écoutez, je vous remercie. Moi, mais chaque fois que je parle avec quelqu'un de compétent, enfin qui a passé du temps, qui a travaillé, qui a fait des recherches sur les dépenses de l'État, j'ai l'impression que partout, c'est un foutoir incroyable. Que pas un citoyen ne gérerait son budget comme l'État. On a l'impression, vous savez, c'est la fameuse phrase de Hollande qui dit « ça ne vous coûtera rien, c'est l'État qui paye ». Vous vous souvenez de cette phrase ? Oui, oui. Enfin, sauf que l'argent de l'État, il sort de ma poche. Et de votre poche et de la poche de tous les citoyens, quel que soit d'ailleurs leur niveau. Et du coup, on ne fait pas les maternelles qu'on devrait faire. Mais je veux dire, c'est une histoire de fou. Moi, je sors de ça c'est une histoire de fou. C'est des systèmes qui s'auto-organisent et qui, à la fin, deviennent fous. Plus personne ne comprend quel est le but du système. C'est un vrai sujet. Et je vous dis, à partir du moment où on est à un tiers du PIB, il faut vraiment avoir conscience. Je crois que les gens n'ont pas conscience, en fait, qu'on dépense quasiment 800 milliards d'euros dans la protection sociale. Je sais, c'est monstrueux. Le budget de l'État, c'est 300 milliards. Hein. Voilà, mais dans le budget de l'État, dont vous parlez de 300 milliards, la justice, etc., vous connaissez bien,
ils crèvent de faim. Il y a les commissariats, il n'y a pas de voiture. Les juges, ils n'ont pas d'ordinateur. Je veux dire, donc les missions régaliennes, ils sont tous en train de crever de misère. Et puis vous avez cet immense gâchis. Eh oui. Mais merci. Eh oui. Merci d'avoir mis ça à jour, parce que quand même, je pense que ça va intéresser les Français. Hein. J'espère. Mais oui, il faut. Ou bien alors, on est mûr pour la dictature. On risque d'avoir la faillite avant. Oui, mais souvent la faillite amène à la dictature. Ben, merci beaucoup. Je suis atterré. Ce que je dis toujours, c'est en général, je dis toujours aux gens, bonjour, mais tout à l'heure, quand j'aurai fini de vous parler, je suis très content de vous avoir vu, parce que très mécontent. Toute information, il ne peut pas y avoir une démocratie sans l'information du citoyen. Donc, vous apportez une information absolument vitale pour que notre démocratie retrouve sa raison d'être. La démocratie a commencé par le contrôle des dépenses de l'État en Grande-Bretagne en 1689, donc si vous voulez. La démocratie reviendra en France le jour où on reprendra le contrôle des dépenses de l'État. Ah, c'est vrai que alors ça, c'est en plus un autre sujet. On pourrait parler sur le rôle ou les pouvoirs du parlementaire en matière de dépenses publiques, oui. Dans le cadre des lois de finances. Oui, c'est vrai, mais tout ça, on a tout ça. Il faudra qu'on le fasse, mais c'est un autre sujet. Ben, merci beaucoup. Hein. Je suis atterré, mais ça veut dire, si on réfléchit 2 minutes calmement, que tout le monde nous dit on va à la faillite et tout, on ne va pas du tout à la faillite si on commence à gérer notre État convenablement. La faillite n'est pas du tout inévitable. Non. Oui, si simplement on cesse d'envoyer du pognon n'importe où par-dessus les moulins, c'est-à-dire qu'on va en faillite parce qu'on est gouverné par des brigands. Je dirais pas des brigands, je dirais par des gens qui ont peut-être, qui craignent l'impact d'un certain nombre de décisions à la fois sur le fonctionnement quotidien et habituel du système, parce que c'est très dérangeant. Là, vous voyez, si vous voulez mettre à plat des choses, biométrisation de l'identité sociale, ça veut dire changer le système d'information, ça veut dire c'est un peu de gros travaux quand même. Ouais, c'est du travail, mais ça me rappelle les gens, si vous voulez, qui envoyaient les petits-enfants dans des trains, quoi, en 1943-44, parce qu'on n'allait pas faire... Mais on a besoin de la vérité. Ça, de toute manière, mais j'espère qu'un jour les politiques, les décideurs, l'autorité politique comprendra ça. Moi, je reste persuadé que les citoyens sont tout à fait mûrs et matures. Mais moi aussi. Et peuvent tout à fait entendre les choses. C'est comme l'histoire du coronavirus, de la gestion, les masques, les trucs, les machins. Moi, je pense qu'en début d'année, la population française aurait très bien pu entendre une explication de vérité en disant, bah voilà, le stock stratégique de masques, on n'en a plus pour X ou X raisons. En attendant, c'est le beans, mettez-vous quelque chose sur la figure, débrouillez-vous, faites-vous des masques vous-même en tissu, etc. Et le temps qu'on reconstitue des trucs, etc., on va essayer de débrouiller. Mais voilà, la vérité, c'est ça. Plutôt que d'aller dire tous les soirs à la télé, les masques, ça sert à rien, tatati tatata. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, si vous mettez pas un masque, vous allez en prison. Pourquoi cette classe politique pense-t-elle que le mensonge est une solution? C'est une bonne question. Moi, si vous voulez, j'essaye de mentir le moins possible dans ma vie pour une raison très simple, c'est qu'il faut se souvenir du mensonge. Et je ne me souviens pas toujours des conneries que j'ai racontées. Donc je veux dire, c'est plus simple de dire la vérité. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les archives vidéo et vous avez les réseaux sociaux. Et regardez, aujourd'hui, le gouvernement, les ministres nous disent oui, il faut mettre les masques, c'est obligatoire, sinon vous avez des amendes, vous irez en prison au bout de 3 fois, etc. Et puis vous faites simplement 3 mois en arrière, vous avez des archives vidéo, vous avez les mêmes qui vous disaient le masque ça sert à rien, c'est inutile. Puis rappelez-vous Sibeth Ndiaye en train de dire Et en plus je ne réussis même pas à le mettre, voilà, c'est pas compliqué. Et donc enfin je crois que c'est la démonétisation de la parole de l'autorité politique. Enfin c'est terrible. C'est terrible. Que vaut la parole du roi? Elle ne vaut plus rien. Et à ce moment-là, le roi il est mort. Ou l'empereur est nu. Il y a la même chose, mais si vous voulez. Et en même temps, il nous donne des leçons de vertu tout le temps, ça me fatigue. Eh bien écoutez, merci 1000 fois. Je vous en prie, Charles.